l'enregistrement. Voilà, donc on est parti. Donc, bienvenue, on est parti donc pour l'enregistrement. Je suis ravie de recevoir Loïc Lepout qui a vraiment accepté d'intervenir. Merci, un grand merci Loïc. Tu vas nous parler de quoi là, juste pour faire un petit teasing, allez, pour ceux qui se sont connectés là ce soir. Bonjour à tous. Bah déjà, merci pour votre accueil. C'est un plaisir de toujours échanger sur ce genre de sujet. Bah, quête de quoi on va parler? Ben, on va essayer plutôt de déconstruire un mythe qui est le mythe de la performance, sur lequel notre société est construite euh, de, de partout et dans lequel on essaye de pratiquer notre activité physique parfois sans prendre de recul et s'apercevoir que ça ne nous correspond pas forcément. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de triathlètes qui doivent nous écouter et qui ont juste un rêve, c'est finir soit un triathlon tout simple ou un L ou un XL et qu'au final, la performance, elle ne se résume pas juste à faire le meilleur temps, mais juste à finir. Et je sais que ce que je vais parler va les toucher un peu plus profondément que de parler de data, d'analyse de data ou de méthode d'entraînement scientifique qui vous permet de gagner quelques secondes. Voilà. Donc moi, je vais essayer de montrer une autre version de l'entraînement et de, d'essayer de donner un peu plus de sens à la pratique sportive que juste se faire. Juste la data. Donc, on va aller sur les aspects peut-être plus qualitatifs. En plus, toi, tu as une grosse expérience. Enfin, tu encadres voilà, des professionnels, tu encadres des gens voilà, qui sont plutôt des amateurs. Enfin, voilà, tu as vraiment une vision globale. Tu n'es pas que sur du professionnel comme peuvent avoir voilà, certains intervenants, hein, d'ailleurs, qui sont venus dans ce webinaire et qui sont que sur des athlètes professionnels. Toi, tu as une vraie vision globale des choses. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire un petit peu plus? Alors moi, mon métier, alors de formation, je suis kiné du sport, euh, métier que j'ai pratiqué de 2005 à 2017. En parallèle, j'ai passé des diplômes universitaires de nutrition et d'entraînement sportif et préparation mentale, qui m'ont permis pendant ma pratique de la kinésithérapie d'accompagner aussi des sportifs dans leur quotidien. J'ai travaillé dans le haut niveau en basket pendant 13 ans, puisque j'ai accompagné en tant que préparateur physique une équipe de basket et en tant que kiné aussi. Et puis j'ai aussi accompagné des triathlètes, des coureurs à pied, marathoniens, trailers et évidemment des cyclistes parce que mon sport d'origine c'est le vélo. Donc c'est par ça que j'ai commencé d'ailleurs. Et en 2017, j'avais une double activité qui m'a permis à un moment de faire un choix. Donc j'ai eu la possibilité de faire un choix et j'ai fait le choix d'accompagner les sportifs. Et à l'origine de cette décision, c'est un constat amer, c'est que tous les patients que je récoltais au cabinet euh, étaient des gens que je connaissais qui revenaient tout le temps. Et j'avais l'impression que mon activité de soignant était moins efficace que mon activité de coach ou d'entraîneur, en tout cas d'accompagnant dans le sport qui permettait aux gens de ne pas se blesser. Et donc du coup, j'ai préféré switcher et plus aller dans cette partie un peu plus, on va dire, préventif que curatif. Et c'est comme ça que je suis venu entraîneur à temps plein en 2017. Donc ça fait bientôt 10 ans, puisque ça devait être en février 2017, donc ça fait presque 10 ans. Et depuis, bah, j'ai accompagné de nombreux athlètes dans tous les sports d'endurance qui existent. Et au fil des années, je me suis spécialisé dans tout ce qui est ultra-distance, par ma pratique personnelle, mais aussi par, par le fait que j'anime avec la partie entraînement d'un podcast qui s'appelle Tous en selle et avant dans la tête d'un cycliste et qui a augmenté ma notoriété dans cette discipline de longue distance. Ok, donc vous voyez, on va s'éclater. J'espère que vous avez plein de questions. Voilà, vous voyez aussi la vision très intégrative des choses. Hein. Vous savez, notre cerveau, je vous le dis à chaque fois, hein, il a des biais. Hein, il nous induit vers des biais et qu'évidemment, à un moment donné, je pense qu'il est important en tant qu'entraîneur d'avoir une vision
très globale des choses et de ne pas rester toujours sur les mêmes publics parce que à terme, on peut aussi, évidemment, par le biais de notre petit cerveau, être sur la mauvaise approche. Donc, en tout cas, on va pas s'ennuyer. Vous avez vu une grosse expérience et puis on va repartir de l'actualité. L'actualité, c'est les épisodes de canicule hein, qui évidemment impactent les épreuves, impactent vos entraînements, qu'il va falloir évidemment faire face à ces conditions-là, qui sont les conditions environnementales qu'on va retrouver de plus en plus souvent. Et finalement, la question, et c'est un peu quand on a préparé ce webinaire, on s'est dit, mais ça va plus, la question va pas être de savoir jusqu'où vous allez pouvoir pousser vos limites, hein, que ce soit dans les entraînements ou dans des épreuves, mais de savoir dans quelle mesure vous allez être capable de vous adapter. Donc, et vous allez voir que évidemment, on a basculé dans une société de data, hein, voilà, avec tout un tas de choses que l'on peut collecter. Je dis toujours en tant que, ça c'est plus pour encadrer voilà, des malades, je dis, c'est bien de collecter de la data, mais qu'est-ce que vous en faites derrière hein? Si c'est pour rien en faire, voilà, bah, c'est toujours la problématique. Et vous savez que dernièrement, voilà, et là il y a encore des choses qui tombent sur les différentes organisations. Pour certains athlètes, vous êtes préparés pendant un an. Hein, et puis, bigaboum, du jour au lendemain, soit votre épreuve est annulée, soit elle est maintenue avec des adaptations, c'est-à-dire des triathlons qui basculent. Alors déjà, où la natation est annulée à cause des cyanobactéries, hein, parce que l'eau est impropre à la nage. Soit vous avez aussi effectivement, du coup, ça bascule en duathlon, ou alors des épreuves qui sont raccourcies au regard de la chaleur. Cette année, tu étais sur la RAF, hein, la Race Cross France, il y a eu cette mesure-là. Hein, alors, à un moment donné, ils ont interdit aux cyclistes de rouler entre midi et 18 heures et après, ils ont interrompu même l'épreuve, si j'ai bien suivi, pour tout un tas de participants pour switcher justement la période des gros chaleurs. Pardon. Donc tout ça nous dit quoi? Ben, c'est que messieurs, dames, vous ne contrôlez pas tout, voilà, parce qu'il va falloir s'adapter et ça va être, voilà, quand j'entends des gens qui râlent et qui disent, ah, il fait encore chaud, oui, mais ça va être notre vie future et de se dire comment on va pouvoir, sur ces contraintes-là, mettre l'athlète toujours au centre des choses pour garder une certaine robustesse, pour avoir aussi une adaptabilité. Et donc ça, justement, quelle est ta vision, toi? En plus, tu l'as vécu récemment là avec la Race Cross France. Alors, pour, par définition, j'aime bien rappeler toujours la définition de la notion de performance. La performance, c'est un mélange d'efficacité et d'efficience. C'est en gros avoir le meilleur résultat avec le moins de moyens possible. Dans le cadre d'un changement climatique assez, assez rapide, on s'aperçoit que si on ne fait pas preuve d'adaptabilité, la notion de performance perd tout son sens parce que du coup, on ne peut pas explorer notre potentiel dans quelque chose dont on n'est pas prêt. Et aujourd'hui, là, tu as exposé ce qui s'est passé à la Race Cross France. Donc la Race Cross France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une épreuve d'ultra-cyclisme sur 2500 km qui traverse la France. On est parti le jeudi soir. La canicule était annoncée à partir du lendemain, vendredi, avec des températures allant de 40 à 43 degrés en fonction des endroits où on allait passer. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas praticable. Et donc, on a été confronté à ce que j'appelle une perturbation de choses, des choses qu'on n'avait pas prévues. Et on a dû faire preuve d'adaptabilité. Comment ça s'est passé? L'organisation a changé les règles pendant la course. Donc, la première chose qu'il a changé, c'est qu'on devait s'arrêter de midi à 18 heures tous les jours. Et sur ce temps de pause, faire ce qu'on veut. En tout cas, surtout pas faire de vélo et pouvoir reprendre après. Donc ça a été déjà une première leçon, parce que dans ces sports-là, généralement, on prévoit un peu tout. C'est un peu comme dans le triathlon et les datas, quoi. J'essaye, quand j'accompagne les gens en briefing avant course, on me dit à combien il faut que je fasse de watts sur le vélo, à combien il faut que je cours derrière. Et c'est un peu ça, on essaye de toujours prévoir. Sauf que là, on n'a rien pu prévoir. Et donc derrière, il y a même eu une nouvelle règle, puisqu'au bout du troisième jour, la course a été neutralisée et les participants ont dû reprendre un départ plus loin.
Et donc là aussi, ils ont dû faire preuve de résilience parce que ben, tout s'est effondré pour eux à ce moment-là. Et on leur a demandé, avec une nouvelle règle, de se débrouiller pour prendre le départ plus loin, qui était à Albertville. Donc ben, la plupart des participants, ils devaient faire 500 ou 600 kilomètres pour y aller. Et ils devaient se débrouiller. Donc il y en a qui ont pris jusqu'à 9 trains pour y aller. Et je sais pas, cette histoire-là, de cette édition-là, elle est symbolique dans ce qui va se passer et ce qui se passe actuellement. Et en parallèle, il y a eu l'Ironman de Nice qui a été annulé. Et là, finalement, face à l'annulation, on a rencontré, enfin, il y a eu peu de possibilités d'adaptation, en tout cas dans la pratique sportive, mais on a aussi rencontré beaucoup de gens qui ont été déçus, fatalistes de la situation. Et on s'est aperçu, et c'est ce que j'ai dit une fois dans un podcast, la différence entre l'ultra-distance en cyclisme et l'Ironman, la distance ultra en triathlon, même s'il existe des cas Ironman ou des triple Ironman, mais bon, on va rester sur ce que la plupart des gens pratiquent. La différence, c'est-à-dire que face à une fatalité, parce que c'est une fatalité, peu importe les choix publics, c'est une fatalité. On s'aperçoit que le triathlète, une grande partie des triathlètes étaient face à un effondrement psychologique. Comme tu as dit, ça fait 1 an que je prépare ça, j'ai tout raté. Et à côté de ça, on avait des ultracyclistes qui, qui étaient dans la même situation et qui devaient rebondir tout de suite et qui ont pris les choses en main pour essayer de redonner du sens à ce qu'ils faisaient. Et ce que je disais dans un podcast, c'était la différence entre le triathlète et l'ultracycliste. C'est que l'ultracyclisme amène un côté un peu plus poétique qui nous permet d'avoir un peu plus de recul que sur le triathlon qui est plus axé, pour moi, performance. Donc c'est deux pendant. Le triathlon ressemble beaucoup plus à un peu notre vie professionnelle et sociale. Et l'ultracyclisme, c'est vraiment un échappatoire de tout ça et on se retrouve face à des situations souvent déstabilisantes et qui nous amènent à nous adapter. Et donc, c'est important, face à ces deux constats, de pouvoir parler bah, aussi comment les gens de l'ultracyclisme abordent la préparation de l'entraînement versus ceux qui font du triathlon. En tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir voir les deux. J'accompagne des gens dont c'est le métier en ultracyclisme, ça existe, et j'ai accompagné des gens qui faisaient du triathlon. Et en tant que professionnel. Même là, j'ai vu les différences parce que c'est pas du tout les mêmes constructions de carrière. Et donc, vous voyez un peu déjà là où on veut en venir, c'est que finalement, tout ce qui se passe, voilà, que ce soit la chaleur, les annulations d'épreuves, les adaptations dans les épreuves, ce sont pour nous, en tout cas en triathlon, des nouvelles contraintes, des choses qu'il va falloir anticiper et qui vont devenir des éléments primordiaux au niveau de la préparation. Finalement, il nous semble, en tout cas avec Loïc, que l'avenir, et en tout cas par rapport à ces nombreuses épreuves de triathlon qui sont soit modifiées, soit annulées, ça va pas être seulement d'être prêt physiquement parlant, mais aussi d'avoir en fait suffisamment de ressources pour faire face à l'imprévu et ne pas s'effondrer. Parce que, évidemment, quand la natation est annulée, ce qui est le cas en ce moment dans pas mal d'épreuves en lien avec la chaleur et la concentration des cyanobactéries, hein, évidemment, bah alors voilà, j'allais vous dire, il y a beaucoup de triathlètes qui disent chouette, la natation est annulée. Voilà, c'est plus un soulagement pour certains, mais bon, il y a quand même des nageurs, ils sont dégoûtés quand la natte est annulée. Et du coup, il va falloir ben, être s'adapter, puisque finalement, avec la natte en moins et avec peut-être une épreuve qui se transforme en duathlon avec des distances qui vont pas être les mêmes, c'était pas ce que vous aviez anticipé, d'accord, par rapport à vos plans d'entraînement, sûrement. Donc, finalement, on s'est dit, voilà, alors Loïc, c'est là où tu veux nous sensibiliser. Toi, tu dis, l'anticipation, elle est reliée à la notion de robustesse. Est-ce que tu peux revenir? Et puis finalement, alors si l'entraînement... L'adaptation est reliée à la notion de Ah, robustesse. oui, Et l'anticipation, je pense plus à l'aspect oui. performance. Parce que, en fait, ce que j'essaye de souligner, c'est par exemple, si vous vouliez faire l'Ironman de Nice et la veille du départ ou l'avant-veille, vous avez reçu le mail et vous êtes dit tout ça pour ça,
c'est que vous avez perdu, en fait. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. C'est qu'en fait, vous avez perdu le sens même de ce que vous avez fait avant pour en arriver là. C'est-à-dire que vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez tout fait pour faire cette épreuve-là. C'est comme si vous avez joué au poker, vous avez fait all-in, et après, il n'y a plus rien. Peu importe ce qui se passe. Sauf qu'en fait, il se passe plein de choses derrière. Et moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens que j'accompagne, déjà, c'est pas des one-shot. C'est on fait une pratique, on se lance quelque chose dans une activité physique, qui en appellera peut-être d'autres plus tard, mais on y va pour découvrir les choses sans attente particulière. Parce que si vous attendez quelque chose à un instant T, vous n'êtes plus capable de vous adapter. Alors ça marche très bien pour être performant. Moi, j'ai des gens, ils me disent, ouais, je vais faire moins de 9 heures, moins de 10 heures, moins de 11 heures sur Ironman, sur un half, je vais faire moins de 5 heures, telle date, machin. On le fait de temps en temps. Mais il ne faut pas que ce soit le seul et unique but, ce que vous appelez objectif. Il faut évidemment avoir une vision à plus long terme. Et- Il faut avoir une vision plus large, plus systémique de raison pour laquelle vous pratiquez votre activité sportive. Et c'est comme ça que vous allez aborder l'entraînement aussi différemment. Parce que souvent, quand, euh, quand on va aller dans un objectif de triathlon, de temps par exemple, ou de place, ou de qualification, on va se sentir obligé, donc il y a une espèce de contrainte cachée, de faire les choses pour y arriver. Sauf qu'en fait, sur le Ça devient long, une injonction, quoi. C'est exact, plus. c'est le mot que j'allais utiliser, exactement, ça devient une injonction, Mm. alors qu'au final, les raisons pour lesquelles vous faites sont sûrement bien plus larges que cet aspect chronométrique ou juste de prestation vis-à-vis des autres, quoi. Alors, il y a pas mal. Il y a Antoine qui nous dit, n'hésitez pas si vous voulez ouvrir votre micro, on n'est pas nombreux. Vous ouvrez votre micro. Antoine, il dit, anticipation peut-être associée au monde des émotions. Bah oui, on va le voir. Justement, alors toi, par rapport à cette remarque, Antoine, vous vouliez peut-être intervenir, nous expliquer pourquoi vous mettiez ça, si vous voulez mettre le micro. Je sais pas. Euh, Ouais, bonjour. ouais, Ouais, non, ça. bah c'était une petite remarque comme ça. C'était aussi pour inclure la dimension un peu enfin psychologique de l'anticipation. C'est vrai que l'anticipation peut être reliée à l'envie de contrôler et derrière il peut y avoir aussi des peurs cachées, des peurs qui sont pas forcément conscients pour la plupart des gens, mais qui sont quand même là et qui peuvent ressurgir dans l'action. Voilà. C'était pour un peu orienter, c'est pas pour orienter le débat, mais pour faire un petit clin d'œil. Et bien sûr, bah, ça, évidemment, on va l'aborder, hein. Il y a une partie qui est prévue là-dessus. Et évidemment, c'est pour ça on vous sensibilise en disant, voilà, moi, quand j'encadre, je dis toujours la tête et le corps. Voilà, Loïc, il est d'accord aussi. La prépa physique, l'entraînement n'est un des leviers pour vous, pour vos compétitions, par rapport à vos entraînements, etc. Alors finalement, si on ne se focalise pas sur l'entraînement, tu l'as dit Antoine, il y a une question de réassurance mentale, hein, et c'est de se dire finalement, pourquoi il y a des gens qui, au regard des fois de plans d'entraînement, vous savez, bon, pour la plupart, vous êtes amateur, d'accord, c'est pas votre job. Il y a tout un tas de choses à concilier, votre vie professionnelle, votre vie privée. Et je dis toujours, à un moment donné, voilà, il y a des gens des fois qui me font des séances de folie alors qu'ils ont une semaine horrible au boulot. Euh, c'est aussi la capacité qu'on a, et c'est quelque part en lien avec l'intelligence émotionnelle pour beaucoup faire d'interventions là-dessus sur le cerveau, c'est de se dire à un moment donné, je ressens que, et je vais adapter ma pratique. Alors finalement, Loïc, si on n'est pas sur l'entraînement, on est sur quoi alors? Si on... Non, l'entraînement fait partie. Mais dans un objectif beaucoup plus large qui est la robustesse, c'est-à-dire que la robustesse, à différence de la performance, c'est la capacité à évoluer dans un environnement fluctuant, instable. Voilà. Dans un monde robuste, votre corps, il doit être capable de s'adapter à toutes les conditions ou à toutes les situations changeantes non prévues.
dans un environnement où vous devez être robuste, vous ne devez pas essayer de contrôler les émotions, mais vous devez les accueillir et les laisser interagir avec votre corps. Vous voyez la différence? La différence entre je dois contrôler, je vais devoir faire un Ironman une semaine avant, je flippe, et il y a un changement, ça me met en colère. Sur la RAF, on dit la stop, la course, elle est ratée, elle est arrêtée. Est-ce que je suis en colère ou est-ce que j'essaie de m'adapter? Ouais, c'est ces choses-là que j'essaye de vous faire comprendre. C'est que dans une vision plus globale de l'entraînement, de la robustesse, l'entraînement n'est qu'une partie de plein de composants. D'où je pense, et j'en suis persuadé aujourd'hui, la nécessité d'un accompagnant, donc ce que vous appelez coach ou entraîneur, de ne pas être expert dans un domaine, mais d'avoir plutôt une vision pluridisciplinaire sur différents domaines, avec la capacité, quand il y a quelque chose de déséquilibré, d'orienter vers un expert plus particulièrement. Donc là, Alors, pour moi, les ouais. piliers qui sont les piliers de la santé, d'accord? Parce que la robustesse, c'est le développement de la santé, c'est le sommeil, la nutrition, qu'on va appeler les développements cognitifs, donc ce qu'on peut appeler la méditation ou les exercices de méditation, et après, à la fin, l'entraînement. Et en fait, on fait tous l'inverse. On met tous l'entraînement en premier et le reste, c'est Inch'Allah. Voilà. Ouais. On laisse un peu le hasard faire sur tous les autres aspects, alors que c'est les plus importants. Je pense notamment, hein, pour avoir abordé, on a fait un webinaire sur le sommeil hein, que j'avais animé, puisque c'est un peu mon dada, avec tous ceux qui ont des entraînements tardifs hein, de natation. Voilà, avec la problème de récupération, on avait évidemment, j'avais abordé ça parce que je suis comme toi, je considère que le sommeil, l'alimentation, tout ce qui est méditation, pratique de récupération, tout ce qui va contribuer à ce que vous compreniez comment vous marchez et en plus on a une variabilité individuelle. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Donc aussi au niveau des accompagnements, il faut aussi arrêter d'avoir des approches standardisées parce que c'est le meilleur moyen, entre guillemets, de se planter. Au niveau des émotions, tu l'as dit, l'autre truc aussi, hein, Antoine, tu dis, voilà, les émotions, elles sont là, on peut pas, c'est inné, d'accord? Donc, si vous êtes dans un mode de contrôle émotionnel au regard de ce qui vous arrive, les émotions, elles sont là pour nous protéger. Donc, en fait, ça nous envoie un message. C'est un facteur protecteur. Hein. S'il y en a qui connaissent pas le fonctionnement des émotions, je dis toujours d'aller regarder le film Vice-Versa, qui est un truc un peu vulgarisé, hein, pour comprendre, voilà, le monde des émotions. Mais elles sont là pour vous protéger et à un moment donné, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes dans l'occultation totale des choses et dans l'hyper-contrôle, mais vous allez évidemment avoir des conséquences sur, pas forcément dans l'épreuve en tant que telle, mais au regard d'une autre épreuve avec un peu une réitération du même groupe émotionnel, où ça va tout simplement, je rappelle que chaque émotion est associée à un organe, peut engendrer des dysfonctionnements. D'accord? Donc, donc, c'est important d'être dans la conscience. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. Plus on est ultra connecté, moins on est connecté à soi. Hein. Moins on a de conscience, moins on éveille ses sens. Hein. Et quand on n'a pas les sens qui sont là pour capter, ben, en général, on ne prend pas les bonnes décisions. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble. Il y a une autre personne qui nous dit inscrit au Gravelman 350, restreint. J'ai dû restreindre mon objectif passer au 120 pour garder du plaisir. Est-ce bien de l'adaptabilité? Je l'ai fait par rapport à la chaleur et à la forme du moment. Voilà, bah voilà, quelqu'un d'intelligent qui a recentré son désir qui a recentré son désir et donc qui s'est adapté à l'environnement dans lequel il était pour pouvoir remplir son envie de prendre du plaisir. C'est très important. Il y a un, un exemple symptomatique de ce que tu dis, Karine, sur la façon de voir les choses. Donc, tu disais l'entraînement tard le soir en natation. Quelque chose de symptomatique qu'il existe chez les triathlètes et qu'on retrouve pas dans d'autres, un peu chez le cycliste aussi, mais cycliste de compétition, mais qu'on retrouve pas dans l'ultra distance en cyclisme, en tout cas pas pour l'instant, ou dans d'autres sports, c'est la notion de volume. En Ouais, triathlon, tout le monde se compare au volume.
C'est-à-dire que pour faire ça, il faut faire. Tu vois, la première chose qu'on me dit, quand on me dit, oui, j'ai l'envie de réaliser mon rêve, de faire un Ironman. Et la première question qu'on me pose, c'est combien de temps je dois y consacrer? Mais j'en sais rien. Parce que en fait, c'est variable en fonction des gens. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Des fois, il y a des gens, en s'entraînant entre 5 et 8 heures, ils ont réussi à réaliser leur rêve. Est-ce que c'était optimal? Bah, j'en sais rien en fait, mais pour eux, c'était le maximum qu'ils pouvaient donner dans leur environnement. Et puis il y a d'autres qui disent, il faut que je fasse 20 heures. Voilà. Mais le problème, c'est en fait, c'est réussir à sortir de la comparaison avec autrui ou de ce qu'on peut lire dans les forums ou les magazines qui disent, eh ben, pour un Ironman, c'est entre 10 et 14 heures, ou un half, c'est entre 8 et 12 heures. De sortir de ça, de prendre l'ensemble de sa vie, de son environnement familial, social, professionnel et de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire là-dedans en m'épanouissant. Parce que c'est le but, en fait. Pourquoi j'ai arrêté d'entraîner les professionnels de triathlon? Parce que en parallèle, quand je le faisais, j'ai entraîné des footballeurs, parce que je fais aussi des sports co, où je fais du conseil, pareil, des footballeurs professionnels, des basketteurs professionnels, et il y avait des triathlètes professionnels. Sauf qu'en fait, l'environnement était complètement différent. Et eux, ils étaient dans une vie d'injonction. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas envie de s'entraîner, les triathlètes, ils devaient y aller parce qu'autrement, ils ne mangeaient pas. Et de toute façon, même s'ils y allaient, ils ne mangeaient pas parce que tu ne peux pas en vivre. Il y en a peut-être 10 dans le monde qui en vivent. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Alors, ça a mis du temps, hein, ça n'a pas été immédiat, mais ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce sport. Parce qu'en fait, tout était axé sur la performance. D'ailleurs, les prize money, c'est que de la performance. Pour avoir des sponsors, il faut performer dans ce sport. Alors que dans le foot, le basket, c'est beaucoup plus large. C'est pas parce que, bah, tu vois, c'est des sports co. Donc déjà, tu gagnes pas tous les jours, ou t'es pas performant tous les jours. Donc il y a une notion un peu différente avec la performance, en tout cas dans la façon de vivre les choses. Et tu l'as dit très justement. Alors, pour continuer sur le truc des émotions, enfin en tout cas la thématique des émotions, évidemment, Antoine, il nous dit, bah oui, les émotions, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, hein. En dessous, c'est sous-tendu par vos besoins, hein, sous-tendu par vos besoins. Plus vous êtes aligné sur vos besoins profonds, c'est-à-dire non influençables, plus vous allez procurer des émotions agréables et plus quand vous procurez des émotions agréables, vous êtes motivé, etc. Et je voulais revenir sur un truc, tu disais, c'est vrai qu'il y a de nombreux sportifs qui continuent à s'entraîner malgré des ressentis de fatigue importants par rapport à des conditions défavorables. C'est comme si un peu, je dis, voilà, hein, pour être à la Ligue Île-de-France de triathlon et puis dans d'autres sports, il y a une sorte de réassurance, hein, comme s'il fallait que j'aille m'entraîner pour me rassurer, hein, Dans le monde amateur, c'est comme ça. Dans le monde professionnel, il y a même une espèce de concurrence de celui qui va faire plus. Dans le triathlon, maintenant, les gens, ils font entre 25 et 30 heures par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu dis ça à un footballeur, à un basketteur, et il te rigole, il dit, mais c'est pas possible. 25 à 30 heures. Et dans le cyclisme, aujourd'hui, le nombre de burn-out chez les jeunes professionnels qui arrêtent leur carrière, il a été multiplié par 5, 10, j'en sais rien. Mais c'est parce qu'on est devenu dans une course à l'échalote sur l'aspect du volume. Parce qu'il y a des études qui montrent que plus vous faites de volume, plus vous devenez spécialiste de votre discipline et mieux, et meilleur vous serez. Vous voyez. Et donc tout est basé sur ça. Donc aujourd'hui, eh ben, comme tout est sous les datas, on peut tout contrôler. Je vais raconter un truc. J'ai fait un webinaire sur l'IA. Et moi j'utilise des outils, je me suis construit des outils pour faciliter mon travail. Donc c'est pas des outils autonomes, c'est des outils des graphismes, et ça. Et à côté de moi, il y avait un garçon qui s'occupe des équipes professionnelles de cyclisme. Et les outils qu'on avait développés, donc moi avec principalement des amateurs et lui que avec des pros, étaient complètement différents. Lui, il pouvait suivre pendant une course, il pouvait superposer l'effort de chaque coéquipier et de voir celui qui a triché ou pas triché. Celui qui s'est caché, qui n'a pas fait les efforts qu'on lui avait demandé. On est compte dans le monde qu'on vit. Moi, ça me pose question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton métier, tu es surveillé, fliqué, et si émotionnellement, ce jour-là, tu peux pas, ben on va venir te voir et dire là, pourquoi tu l'as pas fait, quoi. Voilà. Ça, et ben voilà. Et dans le triathlon, les professionnels, ils sont pas surveillés, mais ils sont contraints de réussir parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, je trouve ça dramatique.
Oui, et d'ailleurs, il y a pas mal de triathlètes professionnels hein, qui dénoncent ça. Je pense Marjolaine, voilà, il y a pas mal maintenant. Les langues se délient aussi dans le milieu pro. Et puis finalement, le risque de tout ça, c'est de confondre. Voilà, faut pas confondre faire mon entraînement pour quelque chose de réassurance parce que, en fait, c'est ce qu'on essaie en tout cas de vous faire passer comme message. euh, il est important d'avoir une certaine conscience des choses. Et puis, finalement, quelqu'un, un triathlète fort, c'est celui qui va être capable, finalement, d'accepter, de supprimer une séance parce que ça va pas. Et parce que peut-être on a mal dormi avec la chaleur, parce que voilà, au boulot, c'était une semaine épuisante. Et des fois, de supprimer une de vos séances, ça peut être bénéfique, n'est-ce pas, Loïc? Ah, malheureusement, c'est d'ailleurs bénéfique parce que si on n'a pas pu la faire, c'est qu'il y a eu d'autres contraintes. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que la plupart des gens, alors quand ils sont accompagnés, mais même accompagnés, hein, parce qu'il y a des fois les coachs qui accompagnent vont dans ce sens-là, c'est pas que tu allais supprimer, c'est qu'elle va être compensée. C'est-à-dire qu'en fait, on va la placer à un autre moment. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai pas fait ce jour-là, je vais la faire demain, c'est pas grave. Tu vois? Et tout le monde fait ça. C'est le nombre d'athlètes que je suis qui me posent la question. Bah du coup, je l'ai pas fait, je la fais quand? Et ma réponse est systématique. Bah, elle est pas faite, on la fait plus. Parce que on reprend le truc qui était dans le. On reprend le cours des choses et on laisse et on s'adaptera au stress qui t'a empêché de le faire, en fait. Mais en fait, la première chose, c'est de faire. Parce que si tu l'as pas fait, ben ça va pas, en fait, tu vois. T'as pas fait tes devoirs, donc on va te punir. Ouais. Et alors justement, c'est intéressant ça. Pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, des expériences personnelles, peut-être à nous faire partager, parce que l'idée c'est que voilà, on puisse échanger tous ensemble. Est-ce que ça vous parle? On est à côté de la plaque, voilà, n'hésitez pas à interagir. Voilà, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, peut-être? Non? Non? Il y en a qui préparent des compétitions là, qui sont inscrits sur des prochains triathlons? Non? Bon, on ne saura pas, on ne sera pas mystère. En tout cas, vous l'avez compris, l'idée, c'est de pas en faire toujours plus, d'aller sur cette notion de robustesse, parce que la robustesse amène aussi nous, l'individu, dans le temps, voilà, dans le temps, et non pas par rapport à un event X, Y, Z. Parmi les aspects fondamentaux, le sommeil, voilà, la récup. Toi, ta vision, voilà, si tu devais donner des conseils là aux gens qui sont connectés, qu'est-ce que tu, voilà, pour les triathlètes que tu entraînes, tu leur dis quoi? Et moi, ouais, je déteste les injonctions, personnellement, Ouais, donc vite d'en donner. Par contre, je donne des conseils ou je donne ma pensée. Une chose est certaine, de faire ce qu'on appelle des écarts, c'est pas le bon mot, mais d'être des fois pas dans ce qu'on pense être le mieux pour soi, c'est pas grave. D'accord? C'est comme ça, on laisse, on l'accepte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est bien pour le fonctionnement biologique. D'accord? Donc, ce qui est bien pour le fonctionnement biologique, c'est pas de stimulation avant de dormir. Donc, éviter de manger tard et de regarder les écrans tard. D'accord? Au moins 1 heure avant de se coucher. Se coucher régulièrement à la même heure. Se réveiller régulièrement à la même heure. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment les 4 points les plus importants. Et tout le reste, après, finalement, c'est du détail. Mais ça, c'est le plus important. Et donc, un exemple, est-ce qu'il faut faire des siestes tous les jours? Tu vois, c'est quelque chose. ouais, ouais, Moi, j'ai collaboré avec Rémi, qui est un scientifique spécialiste du sommeil dans le nord de la France, à l'université STAPS. Et il a suivi des équipes de professionnels de foot. Et la problématique dans le foot, c'est la sieste. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu fais la sieste la journée, du coup, qu'est-ce que tu décales ton heure de sommeil oui, oui, d'après. tu Parce qu'en désynchronises. fait, et après, les gars, ils disent, j'y arrive pas à dormir. Tu vois. Le fait de la sieste, c'est pas forcément fait tout pour tout le monde. D'accord? Donc, il y a des gens ou dans des cultures, il y a des adaptations qui sont faites, mais le faire
alors qu'on n'y est pas adapté, ça peut décaler les choses et poser des problèmes. Donc moi, je dis pas qu'il faut pas faire de sieste. Je dis juste que si vous avez du difficulté à vous endormir le soir, posez-vous la question si ça vient pas du fait que vous faites la sieste la journée. Par exemple, c'est un exemple, tu vois. Pareil, souvent, les jeunes, ils jouent à la console ou ils sont sur les réseaux sociaux hyper tard le lendemain, ils se réveillent et c'est compliqué. Bah, voilà, ça, c'est la même chose. Il faut savoir qu'on a des profils tous différents. Il y en a qui sont plutôt du matin, d'autres qui sont plutôt du soir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'écouter, mais en essayant de ne pas s'exposer à la lumière bleue qui a a un effet direct sur le cerveau et dérégule la qualité du sommeil. Ouais, alors ça, quand on avait fait là, sur le webinaire, vous allez regarder, hein, j'avais expliqué la lumière bleue. Alors non seulement l'aspect destructeur au niveau de la mélatonine, d'autre part, la lumière bleue, on l'oublie, hyper anxiogène. Hein, ça, il y a des études qui montrent que voilà, ça engendre voilà, une anxiété et aussi le temps de scroll. C'est-à-dire que plus vous scrollez, plus vous allez déréguler tout votre système émotionnel. Je ne parle pas du contenu qu'on regarde. Hein. Si en plus on rajoute le contenu et qu'on regarde un petit peu les médias d'aujourd'hui, my God, il y a de quoi. Voilà. Et voyez, par exemple, tiens, je fais un focus là-dessus, c'est intéressant parce que la communication à outrance qu'il y a eu là, au regard de Nice, au regard de là actuellement Versailles, avec beaucoup de gens qui échangent sur les réseaux sociaux, etc. Votre cerveau n'est pas fait, d'accord, pour être bastonné par autant d'informations, autant de voilà, de stimulation. Ça, c'est le meilleur moyen aussi d'être complètement déconnecté à soi, hein, et de ne pas être dans les bonnes régulations derrière émotionnelles, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, des questions par rapport au sommeil? Non? Ça va, vous dormez tous bien en ce moment? Maintenant, avec la chaleur, plus il fait chaud et notre corps a besoin, évidemment, hein, vous savez qu'on commence à dormir quand notre température corporelle descend. Voilà. Alors, un des deuxièmes piliers, donc on a parlé sommeil, un des deuxièmes piliers de la robustesse, ça serait l'alimentation. Alors, évidemment, on a eu un webinaire avec Fabrice, hein, qui est génial, que vous pouvez aller réécouter sur tout. On a abordé, voilà, quelle que soit votre distance de triathlon, l'alimentation avant, pendant et l'après-course, hein, aussi. Toi, tu voulais aborder voilà, quelque chose un peu de nouveau. Je trouvais que c'était intéressant aussi dans une approche très intégrative. Euh, c'est par rapport, évidemment, on est dans un monde où on trouve beaucoup de choses ultra transformées. Et même si finalement on se met à faire la popote, voilà, en achetant des produits, quid de la qualité des produits? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Ah ouais, ouais, parce que ce ce qui est important à comprendre, c'est que le vivant est connecté au vivant. Donc tout ce qu'on va consommer qui vit, donc qui est dans ce que l'on appelle une matrice alimentaire, euh, va avoir un impact bien plus important sur notre organisme que quelque chose qui a été sorti de cette matrice et pris de façon isolée. Je prends un exemple. Il y a la mode des complémentations alimentaires. Donc moi, aujourd'hui, j'en conseille, parce que parfois c'est nécessaire, mais il y a des gens qui en prennent tout le temps. Il y a enfin, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, il y a un Américain qui cherche la vie éternelle. Et donc il est suivi par 45 médecins et il prend des compléments tous les jours, des boîtes entières et ils ont découvert il a déclenché une maladie auto-immune. Voilà, un exemple. En fait, quand on sort de la matrice alimentaire, les effets, évidemment, toi qui es pharmacienne, sont pas du tout les mêmes et c'est important de comprendre ça. Donc, ce qui veut dire que notre alimentation, plus elle est proche de la terre, plus elle est proche de la vie, plus l'impact sera positif sur l'organisme. Voilà, ça c'est la base. Deuxième chose que je voulais aborder et qui est aussi très important,
c'est la mode des régimes alimentaires. Aujourd'hui, dans un objectif de performance, on en parle de plus en plus, la mode, et j'appelle ça bien une mode, hein, parce que c'est important de clarifier, parce que ça a été le cas il y a quelques années, et que maintenant c'est revenu et c'est amplifié, c'est la mode d'utilisation des glucides à outrance. Ouais. Là, j'entendais encore sur 180 grammes, moi j'entends 80 grammes par heure par sur heure, ouais. l'Ironman de Roth. Francfort, non? Ouais, de Roth. Je crois que c'était de Roth. Brot, ouais. 180 grammes par heure. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que plus vous apportez des glucides à l'effort, plus vous êtes capable de tenir des intensités élevées et donc plus forcément vous êtes performant. Mais si on a une pensée un peu plus philosophique, d'accord? Si on réfléchit un peu plus et qu'on se dit, très bien, là à court terme, ça fait ça, c'est parfait. Mais à long terme, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a personne qui peut répondre à cette question. Et même, je vais même aller plus loin. Pour Si entraîner les hépatologues, pour entraîner l'intestin à l'absorption d'autant de, de glucides, on a développé des méthodes qu'on appelle le glut training, qui consiste à consommer, même en dehors des séances d'entraînement, de hautes quantités de glucides pour entraîner l'intestin à l'absorption. Mais ça, forcément, ça a des conséquences à moyen terme horribles. Ben voilà, ça va être des maladies auto-immunes, des diabètes de type 2 qui vont se déclencher à tout va chez le sportif. Alors aujourd'hui, il y en a, évidemment, on commence à temporiser sur ces méthodes-là et on essaye d'utiliser ça qu'à l'effort. Et donc l'impact, pour l'instant, est estimé comme quelque chose euh, de moins important que si on le faisait en dehors de l'activité physique, parce que je rappelle, les glucides, c'est vraiment le carburant de l'effort. Euh, et moi, ça me fait penser, voilà, au niveau philosophique, avec cette notion de robustesse, à quelque chose de différent. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on sait qu'on peut utiliser les glucides, les lipides, les protéines, les cétones à l'effort. D'accord? Les cétones, parce qu'on ne peut pas l'amener par l'alimentation, ça se crée tout seul à partir des lipides pour alimenter le cerveau notamment, en cas de privation de glucides importante. On sait que notre organisme est capable de fonctionner sur ces quatre modes. Mais au final, être robuste, ce ne serait pas justement d'améliorer cette flexibilité métabolique en fonction des environnements dans lesquels on se situe, sans excès. Voilà. Je pose ça là, et ça rebondit un petit peu sur cette notion de nutrition qui est à l'effort et en dehors, qui, moi, je pense, est vraiment importante. ouais, et pour abonder dans ton sens, hein, moi qui suis pharmacienne, je le dis, quand je fais des remplats, le nombre de sportifs que je vois, les compléments doivent rester des compléments. Voilà, hein, encore une fois, le nom l'indique. Après, la meilleure chose à sécuriser, c'est encore une fois, Loïc, tu l'as dit, c'est une alimentation équilibrée en fonction de ce que je fais ou ce que j'ai prévu de faire, etc. Et d'arrêter de vouloir systématiquement aller dans quelque chose complémenté. Voilà, je reste persuadée en que hein, voilà, si on reprend un peu notre ligne d'existence, hein, voilà, il n'y avait pas des pharmacies à tous les coins de rue. Par contre, effectivement, nos petits chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient hein, des choses de saison déjà, hein, ça me semble, au regard de la saisonnalité et du coin où l'on habite, évidemment, parce que tout est lié. Hein, ce qu'on trouve ici, on ne va pas le retrouver voilà, dans un autre hémisphère dans le monde. Et tant mieux et heureusement, mais d'être un petit peu logique dans ces aspects de Je, consommation. Je vais même te rajouter que notre espèce a évolué dans son environnement. On n'y a pas, tu vois, il y a des fois on parle de régime paléo, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, à cette époque-là, l'être humain, il mangeait ce qui était disponible dans son environnement. Donc des régimes paléo, il y en avait plein, en fonction de où il se situait. C'est Et donc ça. on a évolué en fonction de l'environnement dans lequel on était, et on s'est adapté à cet environnement. Et donc, et ça, il y a des études qui montrent, plus vous mangez des choses proches de votre environnement, meilleurs seront les effets sur votre organisme. On est comme connecté à la vie qui nous entoure. Bien sûr. Et sur l'aspect qualitatif des choses, bien évidemment.
Il y a Vincent qui nous dit pas suffisamment de sommeil, la chaleur ou pas. Tu as des problèmes de sommeil, Vincent, en ce moment? Parce qu'évidemment, la chaleur modifie complètement l'aspect qualitatif du sommeil. Est-ce que tu peux nous préciser par rapport à ta remarque? Si Vincent, si tu peux nous dire pas suffisamment de sommeil, il nous dit juste le programme pro-famille. Et oui, ça c'est aussi, voilà, je le dis même, tiens, moi quand j'accompagne aussi des chefs d'entreprise, ils me disent j'ai un super projet, machin. Alors, ils me disent, t'en penses quoi? Ben, je dis, c'est pas ce que j'en pense, c'est combien d'heures vous pouvez mettre. D'accord? C'est aussi de faire des choses adaptables par rapport au nombre d'heures que vous pouvez mettre, au regard aussi de, évidemment, vous avez envie de faire des triathlons, mais il n'y a pas que ça, il y a votre vie professionnelle, toute la vie, voilà, familiale aussi. Et oui, et tout ça, ben, je sais, Vincent, le sommeil, il passe, c'est un des premiers trucs qui saute. Mais ça ne devrait pas, hein, voilà, parce que encore une fois, par rapport à ce qu'on a dit, hein, le sommeil est essentiel par rapport à votre capacité de récupération. Alors, sur l'aspect physique, mais également mental, hein, vous savez que quand vous dormez pas assez, émotionnellement parlant, vous n'allez pas être dans les mêmes dispositions, d'accord? Donc, ça veut dire que je vais être, si je dors pas bien, je vais être beaucoup plus sensible au stress, hein, et également dans vos boulots, hein, d'accord? Parce qu'en fait, il faut imaginer aussi que la vie du triathlète peut les mauvaises conduites, entre guillemets, peuvent avoir des répercussions sur aussi votre vie professionnelle et l'efficience dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si tu voulais rajouter quelque chose, Loïc. Oui, je voulais rajouter, mais j'ai oublié. Oui, c'était par rapport au sommeil. Oui, ce qui est important de comprendre, Donc, c'est... Tu m'entends? voilà. Ouais. Oui, c'est par rapport au sommeil, ce que je Ouais, veux ouais, c'est bon. c'est que le sommeil, il améliore le processus hormétique. L'hormèse, c'est le développement des adaptations face à un stress. Et en fait, on est des machines d'adaptation au stress. On subit des stress tout le temps et on s'est adapté tout le long de notre évolution. Et quand vous entraînez, si vous dormez pas, tous les processus adaptatifs ne vont pas se dérouler. Et donc, en fait, c'est comme si ce que vous aviez fait ne servait à rien et à juste ajouter du stress sans conséquences positives. Et ce que je dis aussi en conseil, moi je dis c'est assez drôle, je dis toujours, à un moment donné, bon, on est dans certains environnements, on regarde de l'entraînement, de tout un tas de choses à concilier, comme le dit très justement Vincent, et c'est de se dire à un moment donné, voilà, il peut y avoir des émotions qui nous... arrêter de vouloir tout contrôler, d'accord? Parce que finalement, d'aller dans le non-contrôle, quelque part, c'est un pas vers l'adaptation aussi. Si vous êtes toujours en train de vouloir contrecarrer tout un tas de choses, eh ben, ça va pas le faire. Vous perdez votre capacité d'adaptation, hein. La vie, c'est comme ça. Je dis toujours, bah, il y a des fois, on est moins en forme, hein. Il faut juste vous rassurer, vous dire que ça va passer, hein. D'accord? Ça, tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec un athlète qui me disait j'ai du mal quand en ce moment ça va, je suis pas aussi en forme qu'il y a quelques mois. Et je lui dis mais en fait c'est normal. C'est l'inverse qui est pas normal. La C'est ça. fluctuation est normale. La seule chose que tu n'arrives pas à faire, c'est de l'accepter. Ça, c'est un Ça. autre problème. C'est pas le problème de ne pas être en forme. Ça, c'est normal. Par contre, le fait que tu n'acceptes pas, ça, c'est une autre chose. Et ça, tu dois le travailler. Tu C'est dois le ça. travailler. Mais ça n'a Et, rien à voir avec le fait de est-ce que tu t'entraînes bien ou pas t'entraînes bien, en fait. Juste, et à vouloir tout contrôler, ben, on ne contrôle plus rien et c'est là où il y a des dérapages. Il y a Vincent qui nous dit journée pro qui commence très tôt, la gestion de la vie de famille en fin de journée qui est un autre rythme. Je me rends compte que c'est déjà un début, mais j'essaie de me coucher le plus tôt possible. Ouais, la conciliation par rapport à cette remarque, justement, que tu dois avoir des triathlètes que tu encadres, toi, tu dis quoi, voilà, sur une remarque comme ça? Qu'est-ce que ta vision, justement, des choses? c'est le lâcher prise sur le besoin de contrôler les choses qui, qui est souvent le plus difficile à accepter, notamment pour les personnes qui ont des responsabilités professionnelles importantes et qui peuvent travailler tard le soir. Ça, c'est très compliqué. Je me suis souvent confronté face à des murs parce qu'au final, il n'y a plus la notion de... C'est comme s'ils étaient dans un monde parallèle, en fait, tu vois. Dans un Mm, monde qui n'était plus en lien.
avec l'environnement dans lequel il est, l'environnement physique, biologique, mais qui était en lien avec les conventions humaines, tu vois. Ouais. C'est vraiment le plus Et- difficile. Et là, il n'y a pas de solution parce qu'en fait, quand tu crois plus à la convention humaine que à la réalité biologique qui t'entoure, et là, tu es face à des choses, voilà, c'est pas du jour au lendemain que tu arrives à prendre du recul. Voilà, Vincent, il commence à comprendre, mais il y a des gens, ils comprennent pas, en fait. Ouais, et puis c'est ce que je dis aussi, c'est au regard de vouloir d'être dans le contrôle, il y a la perte de contrôle en fait, à un moment donné. C'est ça Ouais. qui est le truc, et c'est en lien notamment avec le circuit de la récompense, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que le circuit de la récompense, c'est voilà, faire des choses pour différents accessites, hein, en lien souvent avec vos motivations extrinsèques, hein, c'est-à-dire vous perdez un peu le sens fondamental des choses, pourquoi vous faites les choses. Et du coup, ça booste le circuit de la récompense dans un écosystème qui est déjà tabassé au niveau de la circuit de la récompense. Et à vouloir tout contrôler, bah, il y a la perte de contrôle qui est tout simplement la conduite addictive, hein, à un moment donné, quelle qu'elle soit, avec une perte. Alors, la perte de contrôle n'est pas forcément la conduite addictive, mais dans un premier temps, mais c'est une perte de cohérence et de conscience de ce que je suis en train de vivre et des décisions qui en découlent. Bon, ça, c'est passionnant, mais voilà, on pourra en reparler. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'autre pilier, la méditation? Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Méditation, toi, ils font tous de la méditation, là, tes petits athlètes, ou alors des choses sur les Je suis aspects pas du tout spécialiste dans ce domaine-là. Ouais. Ouais, ça fait partie des disciplines dans lesquelles je vais orienter. Mais pourquoi je voulais qu'on parle de cette partie-là? C'est surtout par rapport à un aspect fondamental, c'est savoir s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, on subit des stress tout le temps. Et on en oublie une chose essentielle. Et c'est comme quand on fait un planning d'entraînement, c'est quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'en fait, on va rien faire? Voilà. Et en fait, c'était sur cet aspect-là que je... Parce qu'en fait, il faut réapprendre parfois à s'ennuyer pour pouvoir se recentrer sur l'essentiel qui est soi-même. Parce que des techniques de méditation, il y en a 50 000, tu vois. Donc, il y a pas de... C'est plutôt les fondamentaux de la méditation que j'essaye de faire comprendre. C'est stop, on s'arrête, et là, on réfléchit. Voilà. Et des fois, ça fait beaucoup de bien, en fait. Et l'avantage de l'ultra-distance euh, euh, en cyclisme, en triathlon, c'est un peu différent parce que, il y a des stimuli avec l'environnement en compétition. Mais en cyclisme, des fois, vous pouvez être des heures tout seul dans un environnement naturel simple et avec comme seule motivation profonde d'avancer, manger, dormir. Donc tu vois, on n'a plus du tout de stress, tu es déconnecté du total de la vie occidentale. Et là, tu te retrouves dans des situations où finalement tu vas, ce que les gens disent, refaire leur vie, tu vois, ou faire leur vie, tu vois. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu reviens à travers le mouvement à des pensées que tu peux pas avoir quand tu es entouré de stress. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste sur ce point-là. Parfois, savoir dire stop, je m'arrête et je me pose, c'est le plus important. En préparant le webinaire, j'ai repensé un truc hier soir. Voilà, pour ceux, un petit peu de culture, voilà, parce que même si on parle triathlon, il y a notamment un écrivain, un essayiste français, je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Tesson, hein, qui dit à un moment donné sur d'autres aspects, vous pouvez lire voilà, pas mal de ses bouquins. C'est un écrivain voyageur, hein, et hyper intéressant par rapport à la notion de ce que tu viens de dire. Il dit toujours que dans la vie, il faut avoir une certaine modestie de ses intentions et de ses ambitions. Et il dit que seule la volonté est l'instrument des conquérants. Et j'adore parce que voilà, la volonté de dire stop, c'est quelque part une force en fait, et non pas une faiblesse en soi. Et ça va vous amener à conquérir d'autres territoires, de la conscience de soi, de la connaissance de soi, et de justement, voilà. Donc, alors on est éloigné du triathlon, mais je vous invite vraiment à écouter ce monsieur parce qu'il a fait 20 000 trucs, dont d'ailleurs voilà, il a écrit un bouquin, il s'est mis, voilà, il était seul dans une cabane, voilà, au milieu d'un lac, voilà. Donc, et il explique tout ça, l'importance
de la déconnexion pour mieux comprendre les choses. Et on est dans un monde aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ne pas regarder votre portable pendant 24 heures. Hein, je pose juste cette question-là. Voilà, donc tout ça, voilà, c'est fondamental. Il y a une personne qui dit, est-ce qu'une séance de yoga est considérée comme de la méditation? Alors, le yoga, on va dire, pas en méditation. Alors, vous savez que dans la méditation, il y a plusieurs choses, hein, plusieurs courants. Alors, le yoga, on est juste sur une conscience, hein, d'accord? Conscience, tête et corps. Donc, c'est déjà un premier pas vers ces aspects de conscience, de respiration, bien évidemment, de philosophie de vie. Donc, oui, j'allais vous dire, essayez voilà, le yoga. Alors, il y a un truc, j'avais fait intervenir une réflexologue, hein. Par exemple, la réflexologie en termes de récupération et justement d'aller sur la conscience de soi peut vraiment aider sur des gens qui sont, voilà, qui n'arrivent pas à prendre du recul au regard de compétition X, Y, Z. Donc ça fait partie des choses. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, non, Loïc, sur ça? Non? Mais je ne connais pas, je n'ai jamais fait de yoga, Voilà. donc je ne peux pas dire. Mais prenez un abandon dans une épreuve peut être considéré comme vraiment, c'était quelque chose peut-être de pertinent, d'accord? Parce que des fois, quand on voit des athlètes abandonner dans des triathlons, hein, on voit des fois beaucoup de désespoir, beaucoup de trucs, les gens s'en veulent, etc. Mais comme je vous ai dit, euh, voilà, il y a des fois, il faut savoir perdre pour gagner. Hein. Voilà, ça c'est important et c'est quelque part, quand vous perdez jamais, sachez-le, j'espère que vous l'avez compris. C'est vrai dans le triathlon, c'est vrai dans d'autres aspects de la vie. Hein, et ça, c'est important aussi. C'est comment des méthodes comme la méditation permet juste de nous protéger de ce monde qui va trop vite, trop fort. Et notre cerveau n'est pas fait pour ça. Et après, si on va dans des profils de personnalité, vous savez qu'on a une variabilité individuelle, une hypersensibilité qui est différente, hein, sur différents aspects. Voilà, alors il y a des gens, alors on voit tout un tas de notions, l'hypersensibilité, hein, qui est extrêmement communiquée maintenant sur les réseaux sociaux. On voit des âneries énormes, mais c'est plus de la plus belle découverte que vous pouvez faire. Hein, je dis toujours, notre tête et notre corps, c'est la maison dans laquelle on va habiter le plus longtemps. Donc, prenez le temps de découvrir. Ça prend une vie. Hein, c'est on croit toujours se connaître, même quand on est dans des domaines voilà, où on fait des conférences là-dessus. Moi, je dis toujours, plus j'avance, moins j'en sais. Voilà. Hein. C'est beaucoup d'humilité à avoir, mais par contre, c'est un formidable voyage. Et tout ça vous permet, c'est un lien direct, évidemment, avec la performance, parce que ça vous permettra tout simplement de prendre des bonnes décisions. Hein. J'explique toujours, votre cerveau, il a des biais, hein, d'accord? Je donne cet exemple toujours précis en conférence pour vous dire que dans vos prises décisionnelles, des fois, vous ne prenez pas les bonnes décisions. C'était pendant la guerre, il y avait des avions qui arrivaient, d'accord, du front, et les ingénieurs voyaient des balles, d'accord, sur des endroits très précis, des avions toujours au même endroit. Ils se sont dit, bon, allez les gars, on renforce l'endroit où il y a le plus de balles. Jusqu'à ce qu'il y ait un expert neurosciences qui dise, non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. Et les ingénieurs se sont tous regardés en disant, mais pourquoi? Et surtout quand il y a des notions d'accord d'enjeu, c'est là où nos biais du cerveau sont les plus importants, hein, puisque là, l'enjeu, c'était la survie, d'accord, des aviateurs. Hein. Ils ont vu les balles, ils se sont dit, on renforce là où il y a eu les balles pour protéger. Et le neuroscientifique, le gars des neurosciences, il leur dit, mais attendez, s'ils reviennent, c'est qu'il n'y a pas de risque. Par contre, on va renforcer tous les endroits où il n'y a pas de balle, parce que clairement, quand il y a une balle, l'avion, il ne revient pas. Et voyez jusqu'où ça va, vos biais, dans vos biais décisionnels, etc. Et tout ça, je dis toujours, c'est plus vous allez vous confronter à des situations diverses et variées, et dans le non-contrôle, plus vous allez avoir des capacités d'adaptation, il me semble. Loïc, tu voulais peut-être. Voilà, c'était. Et ça date de la guerre, hein, vous voyez, ce truc-là. Et s'il n'y avait pas eu ce neuroscientifique, il y avait toute une flotte qui partait voilà, complètement à l'ouest et dans des mauvaises prises décisionnelles parce que par moment, au regard de certains enjeux, on est guidé dans nos décisions. Et si on n'a pas la prise de recul, la prise de recul nécessaire comme ce neuroscientifique qui leur a dit, mais attendez, vous voyez bien que
les avions qui ne reviennent pas, c'est les avions voilà, qui ont eu des impacts de balles à l'endroit où nous, on voit qu'il n'y a pas de balles, en fait. Hein. Donc, c'est un peu le pendant un peu de la vie du triathlète aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs, mais il y a vous surtout, vous et votre manière de fonctionner. Moi, je vous dis juste, aujourd'hui, si j'écoute tous les conseils des influenceurs en triathlon, je vais droit dans le mur. Mais parce que je fonctionne, chacun est différent. Soyez juste, voilà, aimez-vous et apprenez à vous connaître. C'est vraiment le plus grand voyage que l'on puisse faire, il me semble. Tu vois, ça me permet de rebondir sur un aspect. Il y a beaucoup, dans l'entraînement en triathlon, il y a beaucoup euh, de dogmes empiriques. On se fonde sur sa propre expérience pour la transmettre à l'autre. Et en Oui, fait, on a perdu toute singularité dans l'accompagnement. Et c'est là, en fait, je pense, et ça, c'est un grand biais, ça, tu vois. C'est parce qu'on l'a vécu, c'est un biais cognitif, parce qu'on l'a vécu, on valorise ce qu'on a vécu, et on dit, bah, si ça a marché pour moi, ça marchera sur toi. Et ça, faut faire très attention à ça, parce que dans le triathlon, c'est vraiment pandémique. C'est vraiment mm, un peu partout. Moi, à chaque fois qu'on vous dit, il faut faire ça, posez toujours la question, mais pourquoi tu sais que ça fonctionne chez moi? c'est ça. Et ça, c'est après avec tout le déploiement d'effectivement des épreuves, de performances. Voilà, restez, voilà, encore une fois, faites-vous accompagner. Vous avez des super éducateurs dans vos clubs. Voilà, faites-vous accompagner par des gens et ayez toujours un esprit, un regard un petit peu analytique au regard de ce que l'on vous dit. Et est-ce que finalement, c'est bon pour vous? Je pense notamment, tiens, à quelqu'un qui m'avait demandé un accompagnement, le nom d'un coach pour un accompagnement dans l'ultra. Et cette personne, donc, a suivi voilà, le plan d'entraînement. Et quand elle s'est alignée sur l'ultra en question, l'épreuve, elle n'a pas réussi. Voilà, je ne citerai pas l'épreuve, hein, peu importe, on s'en fiche. Cette personne, un an après, se décide à refaire une autre épreuve d'ultra. Et elle m'appelle et elle me dit, bon, bah, cette année, je prends pas de coach. Je, comme il y avait cette personne avait des énormes enjeux avec son boulot. Donc elle dit, cette année, je vais pas prendre de coach parce que c'est pas la peine avec le boulot. Je préfère gérer, pas me rajouter de stress. Ben, in fine, elle a abandonné l'année où elle était méga préparée, machin. Et cette année où elle n'avait pas de coach, la personne a réussi. Voilà. Donc c'est juste pour dire, voilà, il faut vous faire bien évidemment aider. Je dis toujours en tant qu'encadrant, nous sommes des guides, hein, des guides avec des aveugles. Et c'est aussi par l'échange bidirectionnel. Et il y a des fois, moi j'avoue, avec des malades en triathlon, il y a des fois, il y a des gens qui me disent, bon, on va aller jusqu'où? Je dis, bon, on verra bien. Je leur dis, je sais pas. Voilà. Et je pense qu'en tant qu'encadrant aussi, s'il y a des encadrants qui sont là, il y a des fois, il faut avoir une certaine transparence de dire, bon, écoute, on va tester ça, on verra bien. Et de pas survendre toujours, voilà, tu vas voir avec moi, je suis le meilleur, je suis. On verra. Voilà, on verra et se garder une certaine humilité. Est-ce que vous avez des questions là à poser? Donc, on a vu les trois piliers, alimentation, sommeil, méditation. Les approches mentales, alors, moi qui viens du domaine des neurosciences, hein, le coaching préparation mentale se développe. Attention, voilà, hein, qui vous allez voir, voilà, il y en a beaucoup qui se disent euh, coach en préparation mentale. Et encore une fois, moi, j'aime pas dire la préparation mentale, je dis les préparations mentales. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là pour Loïc? Tu veux rajouter un truc peut-être? Non, c'est bon. Allez, qui pose, voilà, parce qu'on arrive à la fin là, de notre Si je veux petit. dire, je veux dire un dernier mot avant qu'on vous pose des questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être performant, parce que la performance, elle arrive, elle sera toujours là, mais il ne faut pas l'espérer à un moment très précis. Il faut justement avoir une vision beaucoup plus large, où dire je vais être adapté à toutes les situations, et le jour où elle arrive,
c'est pas contrôlé, mais elle est là et vous le vivrez avec un bonheur beaucoup plus important que si vous l'attendiez et qu'elle est, par chance, elle soit arrivée ce jour-là. Tu vois, les pics de forme. Ça, c'est magnifique, mais ça veut rien dire en fait. C'est ça. C'est une convention humaine qui a aucun sens biologique en fait. Je suis à Voilà. mon pic de forme. Je suis à mon poids de forme. Mais ouais, tu fais bien voilà, de réinsister là-dessus. Puis quelque part, aller vers la robustesse, c'est aussi la prévention des blessures, hein. Ah ben, Évidemment, quand n'oublie pas que c'est vous, comme ça que j'en suis venu. C'est bien. voilà. Vous mangez pas bien, vous n'avez pas un bon sommeil, vous n'êtes pas en pleine conscience des choses, de ce que vous vivez dans vos boulots, dans vos vies privées, etc. Ça ça va pas le faire. Alors il y a quelqu'un qui m'est d'accord. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit, sauf que des fois on s'inscrit 6 mois avant l'événement. Dur de prédire si on sera en forme à la date venue. C'est ce que tu viens de dire. Les personnes peuvent savoir. Voilà, Ouais. donc même si vous êtes accompagné, la personne qui vous accompagne ne peut pas garantir que vous le serez. Ce qui est Mm. important, c'est que si vous ne le soyez pas, vous puissiez quand même passer un bon moment parce que vous êtes adapté à cet environnement qui est devenu hostile ce jour-là. C'est ça Ouais. qui est important. Voilà. Et, C'est-à-dire qu'il et, ne faut euh, pas s'attendre à être la forme de sa vie, mais il faut s'attendre à vivre le moment avec les plus grandes capacités du moment et avec le plus de plaisir possible. Voilà. Et si ce jour-là, vous êtes dans la forme de votre vie, je peux vous dire que vous allez être sur un nuage. mm. Mhm. Et n'oubliez pas que le plaisir, c'est en lien avec le partage, hein. Donc voilà, les aspects motivationnels au regard de tout ça aussi, hein, évidemment, on est en forme aussi parce qu'on a aligné la tête et le corps et parce qu'on a partagé tout un tas de choses aussi, que ce soit avant dans la prépa ou même le jour de l'événement. Voilà, faut pas vivre les choses de façon égocentrée. Je pense que ça, c'est important. Aussi, est-ce que vous avez des questions? Allez, une ou deux questions, puis après on va se quitter, puis mettre les drapeaux bleu, blanc, rouge, hein, Loïc. Oui. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages. Merci encore, hein, en tout cas, d'avoir accepté. Voilà, on remettra tout ça en replay. Qui a des petites questions là? Alors, je voulais juste dire, je vois qu'il y a des femmes connectées, évidemment. Bah, nous, il y a un autre truc, hein, voilà, qui impacte au regard de notre vie de femme, les hormones, avec une variabilité très individuelle aussi. J'en peux plus là de lire. Voilà, des femmes encadrantes qui disent, si vous venez avec moi, je vais. Enfin, il n'y a pas de standardisation d'approche, il y a tout un tas de choses à réguler sur les approches intégratives. Les femmes, ce n'est pas que l'entraînement, je me permets de le dire aussi, votre pilule et le choix de contraception est essentiel, évidemment. Voilà, bon, c'est pas le but de ce webinaire-là, mais ça me permet aussi de dire que voilà, je le vois avec des jeunes triathlètes, si vous êtes encadrant, hein, voilà, avoir ses règles, c'est normal. Demander à son athlète quelle est ses règles, c'est important pour éviter tout un tas de problématiques et adapter ses moyens de contraception et être aussi à l'écoute. Il y a des filles, elles ont jamais mal quand elles ont leurs règles. Il y en a, elles sont pliées en quatre. Il y en a, elles vont jamais avoir mal sauf 1 ou 2 mois. C'est comme ça. C'est l'adaptabilité aussi et la robustesse du coach, voilà, et de l'encadrant. Est-ce que vous avez des questions du coup où on va se quitter? Non? Pas de questions? Pour Loïc, une dernière. On met merci, voilà, on nous met merci beaucoup, très intéressant. Alors Antoine, qui était au pays des émotions ce soir, on espère voilà, en vivre voilà. Bah écoutez, on va se quitter. Loïc, un grand merci. Si on veut suivre un peu ton actu, est-ce que tu peux rappeler, voilà, Alors, écoutez-moi sur les podcasts de Tous en Selle, voilà, podcast sur le vélo pour le moment parce que j'ai des projets de créer des podcasts sur d'autres sujets. sur Euh, quoi on peut savoir? Non, c'est non, secret. c'est secret. D'accord. Et puis après, vous pouvez aller voir sur mon Insta où j'amène un peu d'informations et de pédagogie sur différents sujets liés à l'entraînement et autres, tout ce qu'on a pu aborder tout à l'heure. Et puis voilà, voilà. T'as pas écrit des bouquins?
Non, on n'arrête pas de m'en parler. Mais tu vois, la notion de robustesse, c'est quelque chose qui m'est inspiré par un auteur qui s'appelle Olivier Hamon, qui est un biologiste spécialiste des végétaux et qui a développé ce concept-là dans l'environnement et l'écologie. Et en fait, c'est lui qui m'inspire beaucoup. Et je pense aujourd'hui, comme tu l'as dit, plus tu avances dans les connaissances, plus tu as l'impression de ne pas savoir. Et c'est à cause de ça que j'arrive pas à me lancer dans ce genre de choses. Voilà. Ouais, ça peut te rassurer. On me demande d'écrire des bouquins, je dis c'est pas pour moi. Voilà, parce que j'ai trop peur que ce qu'on dise aujourd'hui soit plus du tout vrai dans un mois, Ouais, que ce soit des grosses âneries. Voilà. c'est La, ça. la connaissance évolue. En tout cas, un grand merci. Donc, on te retrouve donc sur Instagram par rapport à tes conseils, tes podcasts tous en selle. Et si tu devais donner, allez, un conseil à nos amis là qui sont connectés ce soir, et puis ceux qui vont regarder, tu dirais quoi? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Pratiquez une activité physique régulière, épanouissez, prenez du plaisir dans ce que vous faites et surtout, pensez à vous ennuyer. Ouais. Et dites-vous que vous avez la chance de pouvoir faire ça tous les jours parce qu'il y en a qui en rêvent. Voilà. Mm. Et qui peuvent pas. Voilà, bon, bah, écoutez, on vous souhaite, en tout cas, merci encore du fond du cœur, Loïc. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion, voilà, de continuer à échanger. On remettra tout le podcast en replay, enfin, donc sur la chaîne YouTube en replay et en podcast avec toutes les infos. Vous pouvez retrouver l'actu de Loïc. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes de belles vacances. Profiter voilà, des gens, de la connexion aux autres, parce que ça aussi, c'est de l'élévation et c'est de la performance derrière, enfin, c'est de la robustesse. Voilà, on n'est jamais aussi fort que quand on est à plusieurs. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Loïc. Et puis, Merci. allez les Bleus. Bye bye. Merci. Au revoir. Allez, Merci. Au bye. revoir.